On se lance aujourd'hui dans une analyse passionnante de l'état du Real Madrid. On est juste à la veille d'un match important contre Valence. Et notre point de départ, c'est la transcription d'une vidéo YouTube. C'est l'analyse d'un supporter, très pointu, très enflammé. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière le simple avant-match, on va découvrir un club qui est presque en guerre, avec son propre héritage, tiraillé entre un passé glorieux et un présent assez complexe à gérer. C'est exactement ça. Cette source, en fait, c'est bien plus qu'une simple preview. C'est une sorte de sismographe de l'état émotionnel du club. Chaque point qu'il aborde, que ce soit la composition, la forme d'un joueur, une rumeur, c'est en fait un symptôme de cette tension que tu viens de décrire. On va vraiment décortiquer ça, voir comment le poids de l'histoire, des légendes, pèse sur chaque décision aujourd'hui. C'est une plongée dans la psyché du club, quoi. Alors allons-y. Plongeons directement dans le concret avec ce fameux match contre Valence. Le supporter nous rappelle le contexte. Le Real est sur une bonne lancée en championnat, 9 points devant l'Atlético, juste un point derrière le Barça. Valence de son côté, eux ils sont 16e, en pleine lutte pour le maintien. Ça semble déséquilibré. Très déséquilibré, oui. Et c'est là qu'on voit tout de suite le premier symptôme de cette guerre avec le passé. Le supporter, il ne se contente pas de dire Valence est faible. Non, il évoque immédiatement, avec beaucoup de nostalgie, leur âge d'or des années 2000. Il cite Mendieta, David Silva, David Villa. Ah oui, la grande époque. Exactement, l'époque où Valence était la troisième force d'Espagne, un vrai rival. Et cette nostalgie, elle n'est pas gratuite, elle lui sert à introduire une critique qui est beaucoup plus large. Le regret d'une Liga moins compétitive, c'est ça? Il fait la comparaison avec la Première Ligue, où la course au titre est plus ouverte. C'est ça. Il ne critique pas le Real pour sa domination, non. Il critique le championnat pour son manque d'adversité. C'est comme si la gloire d'aujourd'hui avait moins de saveur, parce que les grands ennemis d'hier, ils ne sont plus au niveau. Le passé était meilleur pour tout le monde, en fait. Et ça, cette idée, elle va infuser toute son analyse. À commencer par la compo. Justement, parlons-en. L'analyse mentionne le retour très attendu d'un certain Trent Alexander-Arnold, un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre, mais elle émet aussi de gros doutes sur l'équilibre de l'équipe, notamment sur l'association au milieu entre Tchouaméni et Valverde qu'il juge carrément pas possible. Oui. Et ça, ce n'est pas juste une opinion tactique, c'est l'illustration d'un problème bien plus profond. Il rappelle un chiffre qui est absolument fou. Lors d'un match récent, 75% de la défense madrilène était composée de milieux de terrain de formation. Attends, 75%, c'est énorme. C'est colossal. Mais ça veut dire quoi concrètement? Que l'entraîneur est un génie qui réinvente les postes ou que la direction sportive a complètement raté son mercato sur les défenseurs? D'après la source, on est clairement sur la deuxième option. Pour le supporter, c'est le symptôme d'une politique qui a empilé les talents offensifs et au milieu, en négligeant complètement les fondations. Du coup, le retour d'un vrai spécialiste comme Alexander Arnaud, c'est vu comme vital, presque messianique. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'il y a une tension incroyable. C'est-à-dire que dans la même analyse, à quelques minutes d'intervalle, il le qualifie de plus grosse déception de la saison 2025-2026. Tu vois la dualité? Ah oui, c'est fou. Le joueur attendu, comme le sauveur de la défense, est aussi celui qui, pour l'instant, a le plus déçu. C'est une métaphore de la pression qui règne dans ce club, en fait. On attend de toi que tu sois la solution et que tu sois parfait tout de suite. Exactement. Il n'y a pas tant d'adaptation. C'est incroyable cette dualité. Et cette tension entre le passé idéalisé et le présent jugé imparfait, elle explose littéralement quand un nom est prononcé. Cristiano Ronaldo. Ah, là, on touche au cœur du réacteur. Le supporter, il ne se contente pas d'une nostalgie vague. Il quantifie l'absence. Il sort des chiffres, des faits. Par exemple, par 5 ans. Il affirme que depuis le départ de Ronaldo, le nombre de buts marqués sur coup franc direct par le Real Madrid a été divisé par 5. Par 5. C'est une statistique brutale, ça. Brutale. Et ça montre un manque de compétences très spécifiques dans l'effectif actuel. Mais ce n'est pas tout. Il rappelle les stats hallucinantes de Ronaldo. Une 60aine de coups francs, près de 140 buts de la tête. Ce ne sont plus des souvenirs, ce sont des données objectives. Et Ronaldo, surtout sa version ultime de 2011-2012, devient un étalon. Une règle avec laquelle on mesure tout le monde. Et forcément, la comparaison est cruelle. Cruelle, ouais. Et elle est utilisée de manière très directe pour évaluer un joueur en particulier, Vinicius Junior. Le supporter a une théorie assez forte sur lui. Pour lui, l'arrivée de Kylian Mbappé ne l'a pas stimulé, au contraire, elle l'a inhibé. Exactement. Et pour appuyer son propos, il dresse un parallèle historique qui est
dévastateur. Il rappelle que lorsque le Real a recruté Gareth Bale pour 100 millions, tout le monde pensait que ça allait déstabiliser Ronaldo. Et au lieu de ça, Ronaldo, il a pris cette concurrence comme un défi personnel. Il a vu arriver un concurrent et sa réaction, ça a été de devenir encore plus monstrueux pour prouver qu'il était le seul patron. Voilà. Alors que Vinicius, lui, selon cette analyse, aurait eu la réaction inverse, il se serait effacé face à la superstar Mbappé. C'est une critique psychologique très dure, on n'est plus dans la technique, là on est dans la force mentale, non ? C'est exactement ça. La source présente la situation comme un test de caractère, grandeur nature. Dans un club comme le Real Madrid, le talent seul, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est ta capacité à répondre à la pression, à la concurrence interne, à l'arrivée constante de nouveaux galactiques. Et selon ce supporter, Vinicius Junior est en train d'échouer à ce test, là où Ronaldo, lui, avait triomphé. C'est une lecture vraiment fascinante de la dynamique du vestiaire. Et cette idée de test de caractère, de mentalité à l'épreuve du feu, ça m'amène directement à un autre cas. Un cas qui, d'après notre source, est beaucoup plus préoccupant. Celui de Rodrigo. Là, le ton devient carrément pessimiste. Ah oui, le supporter est très direct. Il estime qu'il y a 70% de chances que Rodrigo quitte le club à la fin de la saison. 70%. C'est précis ? Très précis, et les raisons qu'il avance sont multiples. Elle dessine le portrait d'un joueur en grande difficulté psychologique. Il part de son temps de jeu qui diminue, du fait qu'il est éclipsé par d'autres stars. Mais il va plus loin, il critique aussi sa personnalité, non ? Il le décrit comme trop sensible et il lui reproche d'exprimer son mal-être dans la presse. Mais est-ce que cette sensibilité, c'est vraiment un défaut dans le foot moderne ou c'est l'environnement du Real qui est particulièrement impitoyable ? C'est une excellente question. Et l'analyse, elle y répond indirectement. Elle décrit ça comme un problème de riches. Le club a tellement de jeunes talents offensifs, Mbappé, Vinicius, Güler, Henrik qui arrivent, que mathématiquement, tout le monde ne peut pas avoir la place qu'il veut. Et dans cet environnement qui est ultra compétitif, une personnalité peut-être plus introvertie, qui a besoin de confiance, comme celle de Rodrigo, elle risque d'être broyée. Le système sélectionne naturellement les mentalités les plus dures, les plus Ronaldo-compatibles, quoi. C'est la loi de la jungle, version galactique. Et c'est intéressant de voir le contraste. Le contraste saisissant avec la façon dont le club gère un autre joueur. Un vétéran, une légende, Dani Carvajal. On passe d'un jeune potentiellement poussé vers la sortie à une icône qu'on accompagne. Le contraste est total, et c'est très révélateur de la culture du club. Carvajal, il est décrit comme une institution. Son avenir est pourtant tout aussi flou. Il envisagerait une fin de carrière aux États-Unis, au Qatar ou en Arabie Saoudite, mais le supporter insiste sur un point. Il ne rejoindra jamais un club européen qu'il pourrait affronter. C'est une question de loyauté. D'accord. Et le club, comment il se positionne ? On lui met la pression pour qu'il prolonge ou qu'il parte ? Pas du tout. C'est là toute la différence. On est face à un conflit classique, tu vois, entre le statut d'une légende et la réalité d'un corps qui vieillit. Le supporter utilise une formule assez poignante, il dit que son corps est meurtri par des années de combat. Mais l'enjeu est aussi historique. Il est à un seul titre, de devenir le joueur le plus titré de toute l'histoire du Real. C'est monumental. Donc le club le laisse maître de son destin, en quelque sorte. Complètement. La posture du club, c'est de lui laisser le soin de décider. S'il se sent capable de continuer, la porte est grande ouverte. S'il préfère partir au sommet, on lui déroulera le tapis rouge. C'est un respect immense pour son histoire, une approche radicalement différente du cas Rodrigo. Le supporter ajoute même un détail très humain. Son beau-frère, José Lu, joue au Qatar. Ça pourrait influencer sa décision. C'est fou comme en partant d'un simple match, on a traversé toutes les strates du club. La stratégie sportive, la psychologie des joueurs, la gestion des égos et ce poids constant de l'histoire qui semble tout écraser. C'est le reflet parfait de ce qu'est le Real Madrid aujourd'hui, vu par ce supporter. C'est un mélange permanent d'espoir et d'anxiété. L'espoir, c'est le retour d'Alexander-Arnold, ce sont les échos des tests physiques exceptionnels d'Arda Güler, et l'anxiété, c'est l'avenir incertain de joueurs comme Rodrigo ou le départ programmé d'une légende comme Carvajal. Et tout ça toujours sous l'ombre portée de Cristiano Ronaldo, devenu une sorte de figure mythologique, un standard inatteignable. En guise de conclusion, il y a une dernière idée dans cette analyse qui m'a vraiment interpellée et qui, je pense, résume bien le dilemme du club. Je crois savoir de laquelle tu parles. Celle sur l'identité du club ? Exactement. Le supporter défend avec une passion incroyable le retour de joueurs formés au club. Il cite un certain schéma. Il est persuadé que ces joueurs possèdent un supplément d'âme, un attachement au maillot que les superstars recrutées à prix d'or n'auront jamais.
Dans une ère de football globalisé, de galactiques venus du monde entier, ça nous laisse avec une question fondamentale, Nawen. Quelle est la véritable valeur de l'identité locale dans la construction d'une équipe qui gagne? Est-ce que la solution au problème du Real Madrid, à cette guerre interne avec son héritage, se trouve sur le marché des transferts à des centaines de millions d'euros, ou bien est-ce qu'elle sommeille silencieusement au sein même de son propre centre de formation?